Aujourd'hui, dans ce retour sur l'actu, on parle d'un livre qui fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'éducation. Bullshit Bienveillance, un titre qui claque et qui dit tout. Mathieu Grimpret y dénonce la dictature du bien-être qui aurait remplacé la transmission des savoirs. Ancien professeur en lycée et à Sciences Po, Mathieu Grimpret tire la sonnette d'alarme. L'école serait devenue une salle de yoga émotionnel plutôt qu'un lieu d'instruction. Alors, est-ce que nous avons perdu de vue la mission fondamentale de l'école ? On en parle tout de suite. Bonjour Mathieu Grimpret et merci d'être des nôtres. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, votre livre Bullshit Bienveillance tire à boulet rouge sur l'éducation nationale. Vous-même, ancien professeur en prépa et à Sciences Po, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette charge contre la religion du bien-être à l'école ? Écoutez, c'est que d'abord, j'en ai été moi-même d'une certaine manière victime avec un grand nombre de collègues, puisque depuis déjà un certain nombre d'années, le bien-être de l'élève est devenu une espèce d'injonction presque administrative, presque ministérielle. Elle figure désormais, ou en tout cas cette obligation de veiller et d'assurer le bien-être des élèves figure désormais dans les textes officiels. Vous retrouvez ça dans différentes circulaires, même dans les programmes, dans les programmes de l'éducation nationale, et puis bien sûr dans tout le fatras de paperasseries qui sont produites chaque année par les divers organismes parallèles au ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai fini par me dire, mais enfin, si vous voulez, au-delà de l'agacement que ça provoquait chez moi, cette injonction à la bienveillance qui me paraissait dès le départ complètement creuse, artificielle, mensongère même, je me suis dit, mais enfin, d'où ça vient? Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette enquête. Très bien, alors finalement, c'est une révolte d'anciens profs et un cri d'alerte citoyen. Alors, même pas d'ancien prof, parce que je continue à enseigner, je suis toujours enseignant. Donc là, depuis l'année dernière, j'enseigne dans le supérieur. J'ai toujours fait des allers-retours entre l'enseignement secondaire, à savoir les collèges-lycées, et l'enseignement supérieur. Mais véritablement, je dirais pas que c'est le cri de détresse d'un prof, parce qu'en réalité, j'ai parlé de victimes tout à l'heure, mais les principales victimes, ce sont pas les profs, même si les profs sont un peu la chair à canon du ministère dans ce phénomène. Les principales victimes, ce sont les élèves, tout simplement, parce que dès lors que vous instaurez la subjectivité de l'élève au centre du système scolaire, vous instaurez l'élève comme la mesure de toute chose, on va dire de toute politique éducative, et vous empêchez l'école de remplir sa mission, qui est celle de transmettre le savoir à l'élève. Donc l'élève sort du système vide, faible, pleurnichard, et en fin de compte, comment dirais-je, il ne reçoit pas ce que l'école est la seule à pouvoir lui donner, à savoir l'instruction. D'accord, alors justement, vous utilisez un mot choc, bullshit, qui est une référence sans doute à Henri Frankfurt. Pourquoi cette bienveillance obligatoire, selon vous, avec ces ateliers d'émotion, ces notes gonflées, parce que les notes sont bien plus élevées qu'elles ne devraient l'être, est-ce que ce n'est pas de la vraie compassion, mais plutôt une idéologie qui infantilise les élèves, selon vous ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une vraie compassion, plutôt, et en fait une idéologie qui infantilise les enfants ? Mais de toute façon, même la compassion, j'ai envie de dire, ça n'a pas tellement sa place à l'école. L'école est le lieu du savoir rationnel, la transmission du savoir rationnel, l'école est le lieu de l'objectivité. La compassion, donc souffrir avec, ça implique le sentiment, ça implique l'affect. On peut, à titre personnel, bien sûr, être à l'écoute. Il faut être à l'écoute parce que l'enseignement, l'instruction, c'est un exercice de communication. Donc, naturellement, il faut être à l'écoute du récepteur du message qu'on a à émettre, qu'on a à transmettre. Mais en dehors de ça, il faut vraiment manier avec des pincettes tout ce qui relève du sentiment. Ça vaut aussi bien pour la compassion que pour la bienveillance. Vous savez, Alain, le grand pédagogue Alain, qui sur d'autres aspects peut-être discutés, Alain disait quelle belle chose que le sentiment, mais il ne faut pas en attendre plus qu'il ne peut donner. Voilà. Ben ça, c'est typiquement ce que, et bon, Alain et ses camarades, si j'ose dire,
pendant longtemps donné la mesure des politiques scolaires en France. Eh bien, c'est peut-être ça qu'il faudrait retrouver, en effet, le sentiment à la marge, l'émotion à la marge, mais pas au cœur du système scolaire, pas au cœur de l'acte de transmettre le savoir. D'accord, donc un peu de compassion, mais avec mesure. Enfin, du sentimentalisme avec mesure. Bah, disons être, les profs sont des êtres humains, mais par là même, ils ont comment dirais-je, un devoir de responsabilité morale à l'égard d'autrui et à l'égard de leurs semblables. Mais ce qui doit régner à l'école, ce ne sont pas les sentiments ou l'affect, c'est la règle. En effet. Alors, tout aurait peut-être commencé avec Mérieux, mais sous Macron, avec les neurosciences et la loi Blanquer, le pédagogisme bienveillant, entre guillemets, s'est particulièrement emballé. Comment a-t-on basculé des salles de classe à l'instruction aux salles de classe façon coaching de développement personnel? Comment en est-on arrivé là? Ah, alors, moi, ma thèse, c'est de dire que l'école a d'abord été vidée de sa substance par ce qu'on a appelé le pédagogisme. Mérieux, donc. Alors, le pédagogisme, c'est une idéologie qui remonte en réalité au début du XXe siècle, voire même à la fin du XIXe siècle, et qui consiste à instaurer l'élève comme constructeur de son propre savoir. Ce qui évidemment est complètement. Alors, parfois même, on se demande comment on a pu être leurré par une telle idéologie, tellement elle apparaît complètement creuse et contradictoire. Parce qu'évidemment, l'élève ne peut pas être le constructeur de son savoir, puisqu'il est censé arriver à l'école, non pas vide naturellement, mais en tout cas disposé à recueillir le savoir qu'on est chargé de lui transmettre. Donc il y a eu une inversion une inversion de la hiérarchie du savoir, en réalité, à cause du pédagogisme. Et cela a conduit l'école à se vider totalement de sa substance. La nature ayant horreur du vide, là-dessus s'est insinué, sur ce vide s'est installé ce que j'appelle moi le psychosystème de la psychologie positive, qui là désormais ne place plus le savoir de l'élève au centre du système, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, mais le bien-être de l'élève comme mission prioritaire de l'école, dans la continuité du pédagogisme et de ce courant de la psychologie qu'on appelle la psychologie positive, qui fait du bien-être la L'alpha et source l'oméga. et le sommet de la vie. Alors, dans votre livre, vous racontez des témoignages plutôt glaçants d'élèves et d'enseignants. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cette violence paradoxale qu'entraîne l'excès de bienveillance? Ah ben, typiquement, ce sont des élèves qui sont narcissisés au sens où leur narcissisme, on a tous forcément un fomes peccati, hein, comme on disait dans la vieille tradition. On a tous en nous des foyers de narcissisme, comme on a des foyers d'égoïsme, etc., de concupiscence, etc. Bon. Eh bien, le narcissisme que chaque individu porte en lui à l'état incoatif, à l'état de puissance, il est complètement débridé, complètement désinhibé par le psychosystème de la psychologie positive et par la bullshit bienveillance. Et c'est d'autant plus dramatique à l'adolescence, parce que forcément, c'est une période où l'identité est en construction, et donc elle est très malléable. Et vous avez là, vous vous retrouvez là avec des adolescents en particulier. Alors bon, en plus maintenant, l'adolescence, on l'a fait commencer à 11-12 ans, et on ne sait pas très bien quand elle termine. Mais vous avez là, vous vous retrouvez avec des adolescents à qui on dit jamais non, à qui on dit jamais tu te trompes, à qui on ne dit jamais tu vaux ça et pas plus, et pas moins, mais pas plus, parce qu'on craint de les traumatiser, et vous vous retrouvez avec des petits narcisses ou des grands narcisses d'ailleurs. Et moi, je pars du principe que, et c'est pas que moi d'ailleurs, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement de l'expérience, que les narcisses qui peuplent aujourd'hui les classes d'école sont très rétifs au savoir, très rétifs à la transmission du savoir, parce que ils sont confrontés à des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne possèdent pas, et ça va
à l'encontre, disons que ça rentre en contradiction avec ce qu'on essaye de leur faire croire en permanence, à savoir qu'ils sont spéciaux, qu'ils ont droit à, qu'ils peuvent faire prévaloir leur subjectivité sur toute objectivité, etc. Oui, ce qu'aux États-Unis, ils appellent des flocons de neige. Les flocons de neige, moi j'appelle ça des bulles de savon parce que en fait c'est complètement, c'est la plupart du temps c'est vide, c'est brillant à l'extérieur, c'est joli, c'est spectaculaire, mais il suffit d'une porte qui claque ou d'un courant d'air pour que Hop. ça explose. C'est ça. Alors, vous parlez également des tablettes, des IA, des gadgets numériques. Vous dénoncez ici un simulacre ruineux. Alors, je dirais pas que ça, enfin, oui peut-être que ça l'aggrave, mais enfin vu où on en est, c'est pas forcément déterminant. Mais en réalité, à nouveau, c'est une manière de déporter la question, de la placer là où elle n'est pas. La vraie problématique, c'est pas de savoir s'il faut des ordinateurs à l'école. La vraie problématique, c'est comment on va faire en sorte que nos enfants sachent lire, écrire et compter. Et a priori, ça ne passe pas d'abord par la maîtrise ou l'acquisition. D'ailleurs, c'est même pas une maîtrise en réalité. Hein. Quand on regarde de près, tous ces gamins qu'on prétend former à l'IA et à l'ordinateur et aux tablettes, ils sont infoutus d'ouvrir un document Word ils ne connaissent pas du tout les différentes fonctionnalités du logiciel Word, par exemple. Bref, non, le vrai problème, c'est ça, c'est que à nouveau, on perd de vue le principal pour s'intéresser à l'accessoire. Et puis, deuxième problème, c'est que cet accessoire est très coûteux. À l'heure où les profs, le pouvoir d'achat des profs s'est complètement effondré et où on cherche en permanence à faire des économies, et on a raison, cet argent mis dans les tablettes, etc., on devrait sans doute savoir s'il n'est pas gaspillé. Et puis après tout, si on a cet argent, si on l'a vraiment dans les caisses, eh bien, il vaut mieux augmenter les profs, il vaut mieux augmenter le salaire des profs plutôt que de distribuer des jouets aux enfants. En fait, ça se réduit à ça parce que l'intelligence artificielle, l'informatique et le numérique en général, ça n'a d'intérêt que si c'est maîtrisé hein, en tant qu'outil. Donc pour ça, il faut faire des mathématiques, il faut avoir un certain niveau scolaire, il faut avoir un cerveau structuré, il faut connaître la notion de l'effort, etc. Et deux, ça n'a d'intérêt que si on forme nos futurs professionnels à être des maîtres et des créateurs dans ce domaine-là, pour tailler des croupières à tous ceux qui, on en est loin, pour tailler des croupières à tous ceux qui sont aujourd'hui les puissances de l'intelligence artificielle et du numérique. Les États-Unis au premier chef, la Chine et d'autres pays émergents de ce type. Alors, en fait, vous plaidez pour un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter, et ce, avec exigence. Alors, concrètement, quelles sont les réformes qu'il faudrait lancer demain matin pour remettre l'école sur ses rails, sans tomber dans le retour au bâton pur et simple, hein, comme auparavant? Ah non, mais de toute façon, il ne s'agit pas du tout vous savez, il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a pas besoin du bâton. Moi, j'ai jamais frappé un seul élève et je peux vous assurer que l'ordre régnait dans mes classes. Il faut assurer la discipline par la règle. Voilà, par la règle. Et la règle, c'est pas les moyens arbitraires, c'est même le contraire de l'arbitraire. Le prof n'est pas là pour faire régner son arbitraire, que ce soit son arbitraire émotionnel, affectif ou disciplinaire. Non, les profs doivent être là pour faire respecter les règles. Après, il faut que les règles soient respectables, c'est-à-dire que ce soit réaliste, et il faut que les règles soient efficaces. Ça ne sert à rien d'instaurer des règles qui conduisent les enfants à reproduire. D'ailleurs, ce ne seraient pas vraiment des règles, mais il ne faut pas des règles laxistes qui conduiraient les enfants ou qui permettraient aux enfants de reproduire leurs méfaits 24 heures après. Donc, il faut des règles très strictes et il faut qu'il y ait des punitions dès la première incartade, c'est-à-dire dès que première contravention de la règle, punition. Et la punition soit assez ferme. Et je peux vous assurer que une part substantielle des problèmes que l'école rencontre aujourd'hui serait réglée. Ensuite, il faut que l'école soit perçue comme un instrument de puissance de la nation, du pays. Donc pour ça, il faut évidemment que les élèves soient formés à ce qui est utile. Et moi, puisque vous me demandez les mesures que je prendrais, je commencerai par alléger les programmes. Alors ça paraît contradictoire, mais ça l'est pas en réalité. Il faut alléger les programmes parce qu'il faut se recentrer sur ce qui est utile, ce qui est efficace,
ce qui permettra aux enfants de trouver du travail, de bon travail, des travails créateurs de richesse, créateurs de valeur. Euh, et, ça ne peut pas se faire si vous continuez je veux dire, à donner des heures entières chaque semaine pour des programmes qui n'ont aucun intérêt, parce que scientifiquement ça n'a pas d'intérêt, ou parce que ça ne rentre pas dans la mission de l'école. Alors je ne vous parle pas de toutes ces problématiques sociétales auxquelles on forme aujourd'hui les enfants et qui n'ont rien à faire à l'école. Euh, Est-ce que cette bullshit bienveillance dont vous parlez dépasse justement l'école? Est-ce qu'elle ne dépasserait pas justement l'école? Car on a l'impression de la retrouver aussi dans la société, sur les réseaux sociaux, après le Covid notamment. Est-ce que ça rend nos jeunes plus fragiles face aux défis économiques et sociaux en 2025 ou plus tard même, selon vous? Bah, si vous voulez, alors moi je suis pas un spécialiste de l'entreprise, je suis pas un homme d'entreprise, hein, mais je connais l'entreprise parce que voilà, d'abord parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est quelqu'un que l'entreprise est un petit peu le milieu où je suis né, et puis parce que je m'informe, j'écoute, je rencontre des gens, voilà. Et le son de cloche que j'ai en ce moment, depuis quelques années, disons, c'est en effet ce que vous dites, à savoir que les jeunes générations qui arrivent dans les équipes et qui sont, comment dirais-je, qui prennent leur premier poste, hein, leur premier poste professionnel en entreprise, sont souvent des jeunes qui ont du mal avec les règles, avec l'obéissance, avec le travail d'équipe, c'est-à-dire le fait que non, je ne suis pas le petit roi de l'équipe, tout ne tourne pas autour de moi. Je dois écouter les autres. Mon avis ne compte pas forcément plus que d'autres. Je dois apprendre. Je dois obéir, etc., etc. Bon. Et moi, je reçois beaucoup de témoignages de managers, comme on dit, hein, de chefs d'équipe, hein, à différents niveaux qui se plaignent des nouvelles générations. Et moi, je ne peux pas ne pas y voir, en effet, un fruit de ce psychosystème de la bullshit bienveillance qui règne depuis quelques années à l'école. Parce qu'en effet, comme vous le dites, euh, en plus, on a assigné à l'école la mission d'éduquer, de former, de comment dirais-je, de faire mûrir les enfants, ce qui normalement devrait revenir en priorité à la famille. Bon, eh bien, les enfants étant en permanence, baignant en permanence dans cette bullshit bienveillance, il ne faut pas s'étonner qu'après, ils fassent passer leur subjectivité avant tout, qu'ils aient des comportements narcissiques, qu'ils aient beaucoup de mal avec l'engagement, qu'ils ne soient pas toujours fiables, et qui, en plus, quand on leur fait remarquer tout ça, rentrent en rébellion ou s'offusquent ou deviennent hystériques. On baigne quand même dans une ambiance d'hystérie qui est assez poisseuse. Moi, j'y vois en effet l'une des conséquences de ce qui règne aujourd'hui et depuis quelques années à l'école, oui, tout à fait. Alors, votre livre a déjà fait pas mal de bruit, hein. Il est pourtant sorti très récemment, fin août, aux éditions Magnus, comme nous l'avons dit. Alors, il y a eu des relais sur X, il y a des débats enflammés, des réactions d'enseignants même. Est-ce que certaines réactions vous ont surpris et est-ce que ça confirme votre diagnostic? Non, ça m'a pas vraiment surpris parce que, alors il est vrai que c'est un sujet assez clivant et la société elle-même est déjà assez clivée, assez polarisée, donc je suis pas très surpris. Euh, Moi, ce que je voudrais retenir, c'est que, un, il faut pas se faire trop d'illusions sur une partie des enseignants. Il y a une partie des enseignants qui vraiment, pour tout un tas de raisons, bon, dans lesquelles on pourrait rentrer, mais ça ferait appel à des considérations psychologiques, tout un tas d'enseignants qui sont complètement à fond dans ce phénomène de la bullshit bienveillance. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais la raison, de mon point de vue, la raison pour laquelle ils sont à fond dans cette bouchée de bienveillance corrobore la définition qu'Aristote donnait de la bienveillance, à savoir une amitié paresseuse. Ce sont des gens qui se regardent eux-mêmes, se projettent eux-mêmes dans l'élève auprès de qui ils témoignent de la bienveillance. On est toujours dans le narcissisme. La bienveillance, telle qu'elle est pratiquée par certains enseignants, consiste à aussi, pas seulement, mais aussi à se chercher des raisons de continuer à faire leur job qui leur
plaît peut-être pas tellement de la façon dont il est traditionnellement conçu, à savoir la transmission du savoir. Alors, Et puis, deuxième chose, mhm. il y a aussi une... Alors, je dis pas du tout que c'est mon livre qui a provoqué ça, hein, mais c'est un élément parmi d'autres, hein, qui aide à libérer la parole des profs. Parce que la majorité des profs ne sont pas comme ceux que je viens de décrire. La majorité des profs en ont ras-le-bol de cette bullshit bienveillance. Parce qu'ils en ont ras-le-bol du mensonge. Ils en ont ras-le-bol du simulacre permanent. L'éducation nationale est devenue une espèce de grande machine à mentir. Tout le monde ment à tout le monde. Et c'est déplorable parce que ceux qui en sont les premières victimes, je le disais tout à l'heure, ce sont les élèves, mais les profs eux aussi en souffrent. Leur travail est déconsidéré. C'est pas pour ça qu'ils sont rentrés dans la carrière. C'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Et puis à nouveau, hein, quand eux jouent au psy, il y a personne pour jouer au prof. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Mathieu Grimpret d'avoir été avec nous. C'était bien trop court, mais pour aller plus loin, chers auditeurs, lisez Bullshit Bienveillance. C'est paru chez Magnus, un livre qui ne caresse pas dans le sens du poil, mais qui pose une question brûlante. Veut-on une école qui rassure ou une école qui instruit ? Pour paraphraser un devenu célèbre jeune entrepreneur intellectuel, je crois que la question, elle est vite répondue. Mais après tout, à chacun de se faire son idée. Restez bien avec nous et retrouvez dans quelques instants Restons courtois, votre nouvelle émission dirigée aujourd'hui par Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de la revue L'Incorrect. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.